Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Le très sérieux collège de patapsychologie. C'est quoi ça? Voilà la grosse question. Un des principes fondamentaux est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. Mais voyez quelle extravagance! De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles. Pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière? Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le très sérieux collège de Patapsychologie. Je suis Nathan Laurie, doctorant en psychologie clinique et je suis très heureux de vous retrouver pour ce déjà 5e épisode du très sérieux collège de Patapsychologie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le très sérieux collège de Patapsychologie ? Eh ben, c'est votre podcast scientifique, mais bon, qui se prend quand même pas trop au sérieux sur le paranormal, le monde de l'étrange, la parapsychologie, finalement. Et ce podcast est produit et porté par l'association Anomalie, dont on reparlera juste après. Comme je le disais, on en est déjà au 5e épisode, mine de rien, ça commence à passer. Et puis, si vous êtes habitués, vous commencez à connaître la formule. À chaque émission, on reçoit un invité pour parler d'une thématique sur laquelle il ou elle travaille et qu'il affectionne, explore, etc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Estelle Barthélémy, qui est doctorante en psychologie. Bienvenue Estelle. Merci, salut Nathan. Comment tu vas ? Très bien. Bon, super. Alors Estelle, tu sais, on est un peu flemmard ici, en vrai. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter ? Comme ça, on n'a pas à le faire, s'il te plaît. D'accord. Alors, donc, je suis Estelle Barthélémy, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc, je travaille en libéral depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je suis aussi doctorante à l'Université de Lorraine en psychologie clinique. Voilà. Ok. Tu travailles sur quoi, du coup, en tant que doctorante ? Alors, je travaille sur l'hypersensibilité. Ok, donc c'est sur ça que va porter notre émission. Alors, faut quand même le préciser, Estelle, tu as appris que tu viendrais faire cette émission il y a même pas 48 heures. Et ouais. Tu dépannes parce qu'on a eu un petit souci avec l'invité qui était initialement prévu et que vous retrouverez dans quelques émissions. À cause des grèves. Lance pas de sujet, Renaud. Mais merci beaucoup du coup d'avoir pu te libérer pour ça. Tu nous sauves un petit peu la mise. Et pour m'accompagner, je ne sais pas s'il est hypersensible, mais une chose est sûre, c'est qu'il est hyper productif. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Renaud Évrard. Comment tu vas, Renaud ? Très bien. Encore merci pour l'invitation et puis merci Estelle de venir nous parler de son travail, quoi. Renaud, tu fais quoi, toi, dans la vie ? Eh bien, j'encadre des thèses, n'est-ce pas, Nathan ? Mais je suis également psychologue, clinicien en libéral. Je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine, dans le laboratoire Interpsy. Ok, merci beaucoup. Alors, avant qu'Estelle, tu nous parles un petit peu de ton travail sur l'hypersensibilité et puis les liens que tu fais entre l'hypersensibilité et les expériences exceptionnelles, je vous propose qu'on passe au Flash Info avec notre rubrique Anomalie Report. Anomalie Report. Alors, on est très content de pouvoir vous annoncer la sortie d'un nouveau livre qui sera disponible le 4 février 2026 chez Duno, un éditeur universitaire, et ça s'appelle 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles. Alors, la clinique des expériences exceptionnelles, c'est justement un petit peu notre thématique générale qui nous rassemble ici, des psychologues qui essayent d'accompagner, d'écouter des personnes qui vivent des choses absolument incroyables, voir des fantômes, avoir des expériences de mort imminente, de la télépathie ou plein de choses qui suscitent habituellement fascination et rejet. Et là, ce qu'on s'est donné en fait comme mot d'ordre, c'est que chacun d'entre nous va essayer de présenter un cas clinique marquant qu'il a pu accompagner sur un certain nombre de séances et très facilement chacun a pu vraiment apporter une contribution. On a des cas très très étonnants, des cas de poltergeist, d'apparition d'animaux décédés, d'expériences de mort imminente, de la malédiction, des choses comme ça. Sauf qu'on le traite d'une façon très pédagogique. Dans ce livre, vous avez la présentation de cas qui est sur un 8-9
9 pages, qui est vraiment juste de la description, puis on vous pose des questions pour que vous puissiez réfléchir. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous interprétez les choses? Ensuite, les auteurs de chaque chapitre proposent une interprétation, une analyse possible, et comme ça, on avance, on arrive à se former un petit peu, à développer un petit peu son écoute, à sortir les bouchons des oreilles, et il y a toute une partie aussi de recommandations cliniques plus générales sur comment on travaille sur ces sujets. Et d'ailleurs, Estelle, tu as un chapitre dedans. En effet. Qu'est-ce que tu présentes? Alors, je présente justement un cas clinique d'une de mes patientes qui est finalement présente aussi dans ma thèse et qui fait complètement le lien entre hypersensibilité et expérience exceptionnelle ou paranormale, si vous voulez. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais du coup, voilà, à partir de février, vous avez ce livre qui est co-dirigé donc par moi-même, par Romain Jallet, un des doctorants que j'encadre, et par Claude Bermans. C'est celui qui va être là aujourd'hui. Voilà, non mais c'est le fantôme. En fait, il bosse sur les fantômes, alors il se prend pour lui-même. Et du coup, Claude Bermans, qui est également psychologue et chercheur associé au laboratoire Interpsy, donc ça sortira chez Duno. Qu'on a reçu, Claude aussi. Et voilà, c'est celui qui a fait la première émission. Et puis, il y a eu d'autres interviews qui se diffusent. Donc, on a déjà parlé du Paranormal Show, et le Paranormal Show continue à diffuser des interviews. La dernière en date est celle de Marine Mutis, à l'heure où je parle. Marine Mutis qu'on a reçue pour une émission et qui nous a parlé de lucidité terminale, son sujet de thèse. Et là, voilà, elle a l'occasion de rentrer dans les détails, parce que c'est une émission d'interview longue, sans coupure, sans montage, et qui permet vraiment de rentrer dans le cœur du sujet. Il y a d'autres choses, si vraiment vous en avez pas marre déjà de m'entendre, il y a des gens qui sont venus nous interviewer, notamment Stéphane Schellinger m'a interviewé sur la question du paranormal de l'université, et donc il a mis ça sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Par un curieux hasard. Et il y a Anthony Cogé qui est venu m'interviewer sur la rétro-psychocinèse, comment pourrait-on modifier le passé. Donc c'est assez perché comme ça, c'est pour Ici Vosges qui est sa chaîne, et il est venu également t'interviewer. Ouais, je sais pas si ce sera déjà sorti, on verra bien, mais oui. Donc voilà, c'est des occasions un peu de faire connaître, et puis surtout c'est des gens qui font le travail d'aller lire un peu ce qu'on fait, et nous posent des questions assez pointues, donc ça c'est vraiment chouette. Toujours en cours, le séminaire qu'on mène à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, qui est un séminaire qu'on peut suivre gratuitement en ligne, il suffit de s'inscrire. Il s'appelle Clinique, Histoire et Anthropologie des expériences exceptionnelles. Donc voilà, c'est le premier mardi de chaque mois à Paris si vous êtes dans le coin ou en visio, et il y a vraiment des interventions de très haut niveau qui permettent de discuter de ces sujets dans un cadre académique. C'est pas toujours le cas, donc ça c'est pas mal. Et puis je redonne une date, même si je n'ai pas encore plus d'infos pour l'instant. C'est un colloque qu'on va faire à Nancy les 12 et 13 février qui va porter sur les trans et les expériences exceptionnelles. Et voilà pour aujourd'hui. Eh ben merci Renaud. Alors je fais un petit rappel quand même de tout ce que tu nous as dit, parce que tu nous as bombardé comme à chaque fois d'informations. Mais en premier lieu, le livre 16 cas cliniques des expériences exceptionnelles chez Duno le 4 février, avec 16 cas cliniques et globalement tous les invités qu'on verra passer dans le podcast. Une vingtaine de co-auteurs en moins. On a un peu réuni tous les copains dans un bouquin. Pas mal de vidéos, donc le Paranormal à l'université, avec où tu discutes avec Stéphane Schellinger. Ils ont modifié le passé, une interview sur la chaîne YouTube Ici Vosges, et le nouvel épisode du Paranormal Show où on retrouve Marine Mutis sur la lucidité terminale. Et puis, plus classique, des conférences, notamment le séminaire à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, premier mardi de chaque mois en visio, où on retrouve Sylvain Piron, toi-même Renaud, Antoine Bioy et d'autres peut-être. Et puis le colloque Trans Expériences Exceptionnelles les 12 et 13 février. Et les infos sont à venir sur le site du laboratoire Interpsy, si je ne dis pas de bêtises. Globalement, ouais. Merci beaucoup Renaud pour ces news. Estelle, je me tourne vers toi, c'est à ton tour. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais te poser une question. C'est à quel moment dans ta vie, quel moment tu t'es dit que tu voulais faire de la recherche un jour dans ta vie, et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet-là particulièrement? Alors, la version honnête ou la version... La version qui t'arrange. Alors, bon. Je vais être franche là-dessus. Bon, déjà, ça a commencé quand j'ai fait mon master de psychologie clinique à Nancy. Je m'étais toujours dit, à un moment, j'aimerais bien quand même aller en thèse après le master, mais j'avais envie d'avoir une expérience professionnelle avant. Donc, quand j'ai eu mon master en poche, mon diplôme en poche, j'ai plutôt cherché à travailler dans un premier temps.
Et en fait, c'est ensuite, quand je me suis installée en libéral, il s'avère que j'ai eu en suivi plusieurs étudiants et étudiantes de psychologie, donc des patients et des patientes, qui m'ont parlé finalement des recherches qui se faisaient à l'université, donc peut-être une dizaine d'années après que moi je sois passée à l'université en tant qu'étudiante. Et du coup, avec Renaud et toute sa clique, il y avait des sujets très intéressants qui se profilaient, qui étaient quand même beaucoup plus ouverts, je trouve, par rapport à moi, ce que j'ai connu auparavant. Et du coup, ça m'a donné envie de faire de la recherche à ce moment-là. Je me suis dit, allez, c'est le bon moment pour la thèse. Ok. Alors du coup, tu nous as dit que tu travaillais, toi, sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, en vrai, je pense que c'est un mot qui parle quand même à beaucoup de gens. Mais justement, est-ce que tu pourrais revenir dessus, nous expliquer vraiment ce que c'est et nous donner un peu des clés de compréhension de cette histoire d'hypersensibilité, s'il te plaît? Oui, alors en effet, c'est un terme qui est très en vogue et tout le monde en parle. Mais faut savoir qu'en France, on est finalement peu nombreux à travailler là-dessus de manière scientifique. Okay. Par contre, c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui s'est vraiment propagé au niveau de la vulgarisation scientifique ou tout simplement dans la culture populaire, je dirais. Mais à la base, si on veut ramener un peu de science là-dedans, c'est un terme qui a été introduit en 1996 par une psychologue clinicienne états-unienne, Helen Aron, qui, elle, parlait initialement d'un trait de tempérament inné, donc, ou un trait de personnalité, si on préfère, qui implique une haute sensibilité aux stimuli internes et externes. Donc, en gros, une haute réactivité aux informations qui viennent de notre environnement et aussi aux informations qui viennent en interne, en fait, au niveau du corps, par exemple, ou au niveau émotionnel. Et je dis toujours, pour simplifier les choses, qu'il y a 3 versants importants dans l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui touche 20% à 35% de la population. Moi, je croyais qu'on était tous hypersensibles. Ah non, c'est une minorité, une grosse minorité quand même. T'as un tiers quasiment. Et oui. Et donc, il y a 3 versants. Donc, il y a le côté émotionnel, donc le fait de ressentir les émotions plus intensément, mais aussi de les exprimer plus intensément. Il y a le versant sensoriel également, donc il y a plus de réactivité sur le plan sensoriel. Il peut y avoir un sens ou plusieurs sens qui sont plus développés. Et aussi, il y a le versant de la pensée, donc très souvent des personnes qui ont une pensée dite en arborescence. Donc une idée donne 3 idées, qui donne 10 idées, qui donne à l'infini. Voilà, donc un fonctionnement de pensée très riche. Ah bah oui, c'est sûr. Arrêtez de faire des diagnostics sauvages là. Ça, c'est sûr. Et donc, comme je disais, donc réactivité plus importante aux stimuli internes-externes et également un traitement de l'information qui est en profondeur avant d'agir. Ça fait 4. Ça fait 4 éléments là. Non, 3 mois. Le traitement de l'information, c'est la même chose que la pensée du coup. Pas tout à fait. 3,5. Pas tout à fait. Faut dire 3,5. Allez, j'ai vous battez pas cher. Il y a du matériel qui coûte cher. Non, c'est parce qu'en fait, c'est un autre élément au-delà de la réactivité aux stimuli internes et externes. C'est un élément à part. Moi, ce que je comprends pas dans la définition, c'est le côté relatif. Tu dis haute réaction, haute sensibilité, mais c'est quoi la ligne de base en fait là-dedans? À quel moment on dépasse, on considère que c'est haut ou pas ou... Alors ça, c'est ce qui a été observé parce que Helen Aron et ses collaboratrices, c'est une femme à Cévedo, qui ont mis en fait des personnes hypersensibles dans un IRM pour observer la réactivité au niveau du cerveau. Et en fait, elles ont fait un comparatif entre personnes hypersensibles. Donc là, c'est défini par le questionnaire qui a été introduit par Helen Aron pour identifier les personnes dites hypersensibles, selon son concept à elle.
Donc une comparaison entre ces personnes qui ont été identifiées comme hypersensibles et des personnes dites non hypersensibles. Avec des scores faibles, quoi. Voilà, avec des scores faibles. Et il y a eu clairement sur l'IRM quelque chose qui s'est présenté comme beaucoup plus intense en termes de réactivité pour les personnes hypersensibles. Leur cerveau a été irradié, un truc comme ça, non? Ah non, c'est pas exagérer quand même. C'était les années 80 en Russie. Non, ça c'était plus récent. Celle-ci c'était en 2014. Mais du coup, ça veut dire que c'est un peu l'IRM qui a confirmé cette idée d'hypersensibilité. À la base, oui. Okay. Parce que il y avait les observations cliniques et le questionnaire aussi qui sont venus amener le concept. Et ensuite, en effet, ça a été confirmé, en tout cas pour la dimension neuronale, par cette étude-là. Et justement, qu'est-ce qui en est ressorti de ces imageries cérébrales? Est-ce qu'il y a des zones qui s'activent plus que d'autres, des trucs en particulier? Oui, en effet, il y a une réelle signature neuronale de l'hypersensibilité, c'est ce qui est ressorti. En gros, c'est un peu comme si les hypersensibles avaient une antenne téléphonique plus performante qui permet C'est déjà la 6G, quoi. C'est ça. Il y a, par exemple, ma collègue anglaise, Elizabeth Roxburgh, qui parle de ressentir et vivre les expériences en HD. Elle parle plutôt de ça. Et donc, en fait, oui, il y a des zones très précises du cerveau qui peuvent s'activer davantage chez les personnes hypersensibles. Il y a, par exemple, au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe. Donc, c'est des zones qui sont... qui sont comment dire? Dans le cerveau. Oui, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Des fois dans la mer, l'hippocampe aussi. Qui sont concernés par tout ce qui est émotion et mémoire. Il y a aussi des zones qui s'activent forcément beaucoup plus, c'est les cortex sensoriels. Donc là, qui servent à la perception en général. Il y a aussi l'insula, qui est beaucoup plus activé chez les personnes hypersensibles. Donc là, c'est ce qui concerne l'empathie et l'interoception. Donc ça, l'interoception, c'est un terme qui indique en fait le fait de ressentir les choses en interne. Voilà. De se reconnaître, par exemple, l'interoception, c'est je sais à ce moment-là que je suis en train de réfléchir pour ne pas me louper dans l'interview. D'accord, ok. Oui, parce que c'est intéressant ce que tu disais, c'est dans les deux sens. C'est pas seulement être sensible à l'environnement, au monde extérieur, mais aussi être très réceptif de ce qui se joue en nous. C'est ça, tout à fait. Il y a vraiment cette notion-là de stimuli interne et externe. C'est vraiment... Et tu parles aussi dans la production, notamment des émotions, où les curseurs peuvent être aussi plus poussés, pas que dans la réception. Oui, c'est ça. Alors, il y a le fait de... justement, il y a eu une étude, toujours avec Aaron et ses collaboratrices, dont Acevedo, encore une fois, qui ont fait une étude justement en montrant en fait des photos de personnes qui avaient sur leur visage des émotions en particulier. Et pareil avec l'IRM, donc les personnes hypersensibles étaient dans l'IRM et on leur montrait ces photos-là. Et en fait, il y avait une plus grande réactivité face aux émotions qui étaient perçues sur les photos. Donc, c'est aussi percevoir les émotions des autres de manière plus intense. Okay. C'est autant ressentir ses propres émotions, mais aussi ressentir les émotions des autres plus intensément et également, du coup, les exprimer plus intensément. Toi qui es psy, je vois bien à quoi ça peut te servir, mais pour les autres, en fait, ça sert à quoi de faire ça? C'est un super pouvoir. Ah ouais, d'accord. C'est une Avenger. C'est là qu'il y a vraiment à prendre en compte que dans l'hypersensibilité, il y a des versants très très positifs, donc en termes de, par exemple, de créativité, de connexion à l'autre, d'empathie. En général, c'est des personnes qui sont vraiment capables d'empathie. Donc, par exemple, des personnes qui travaillent dans le soin, dans le domaine du soin, ça peut être vraiment utile.
Et en effet, il y a aussi le versant plus difficile à vivre. Ça peut être plus lourd à vivre parce que finalement, les émotions, on peut y être confronté tous les jours dans la vie et parfois de manière très très intense. Et donc c'est là que ça peut être plus compliqué. C'est pour ça que Hélène Aron, donc la grande spécialiste de l'hypersensibilité, elle parle bien elle dit bien l'hypersensibilité, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ok, ouais, c'est vraiment un double tranchant. Ouais. Mais alors du coup, justement, effectivement, on peut se douter que c'est cool, mais qu'il y a un côté quand même vachement entravant au quotidien. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à des personnes qui ressentent ça et qui se sentent un peu gênées au quotidien par ça? Déjà, de manière générale, est-ce que là tu veux parler de personnes qui peut-être viennent consulter ou de manière générale? Avant même de consulter, peut-être que consulter, ça peut être déjà une première démarche à faire, aller voir quelqu'un. Est-ce qu'il faut soigner son hypersensibilité Au contraire, la cultiver? Oui, en fait, c'est plutôt, je trouve que c'est un peu comme l'empathie, c'est plutôt je dirais un trait de tempérament ou un trait de personnalité qu'il faut éduquer en quelque sorte. Parce que ce serait dommage de l'enlever parce que ça apporte aussi, comme je disais, beaucoup de créativité et beaucoup de connexion à l'autre de manière générale et ouverture à l'expérience, etc. Et donc, après, oui, comme je disais, il y a le versant négatif ou plus difficile où ça peut amener plus de stress, plus d'anxiété, plus de dépression aussi, une faible estime de soi, etc. Donc là, le mieux, en effet, c'est peut-être de consulter pour en parler, pour voir les stratégies à mettre en place finalement pour bien utiliser les qualités que peuvent apporter l'hypersensibilité et aussi faire attention à ce que ça peut apporter en termes de difficultés. Ok. Donc, bon, je pense que là, on a un bon panorama de ce qu'est l'hypersensibilité et c'est cool parce que je pense que sans ça, on aurait galéré dans la suite de l'émission, clairement. Sauf Renon, notre cerveau absolu. Mais du coup, toi, dans ton travail de thèse, je pense que tu cherches pas juste à définir l'hypersensibilité. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors, dans mon travail de thèse, moi, ce que je veux amener d'exploratoire et qui n'a pas encore été fait, parce que là, ça a été beaucoup étudié dans le domaine plutôt donc la neurologie, la neuropsychologie, aussi dans la cognition, tout ce qui est versant plutôt cognitif, neuro. Il y a eu un petit peu aussi d'études en psychiatrie, en psychopatho, mais très peu. Et finalement, on sait ce que ça peut impliquer sur le plan, de spécifique sur le plan neurocognitif, etc. Mais ça n'a pas encore été bien défini ce que ce tempérament inné implique sur le plan du fonctionnement psychique. Donc, c'est vraiment notre domaine, nous, en tant que psychologues cliniciens et cliniciennes. Et donc, en gros, j'essaie d'amener une étude exploratoire sur qu'est-ce que l'hypersensibilité implique au niveau des phénomènes inconscients chez la personne hypersensible pour tout simplement aussi, parce que je suis clinicienne, psychothérapeute, également dans le but d'améliorer le repérage des difficultés des patients et patientes hypersensibles, et aussi, au final, proposer, pourquoi pas, des outils psychothérapiques adaptés à leurs particularités. Et là où tu en es dans ta thèse, tu as déjà un peu des pistes justement de ce qui joue dans le fonctionnement psychique avec l'hypersensibilité, dont tu pourrais nous parler ? Oui. Alors, j'utilise beaucoup, j'utilise des outils assez variés au niveau de mon étude, mais j'utilise en particulier le test de Rorschach, vous savez, le test avec les taches. Ouais, les taches d'encre. Ouais, voilà, les taches d'encre. Et j'ai pu constater que les personnes focalisent beaucoup sur les petits détails. En général, il y a un pourcentage de détails dans le protocole final. En gros, les personnes vont dire ce qu'elles... Un protocole, du coup, c'est l'ensemble des réponses. L'ensemble des réponses. Donc, il y a 10 planches dans le test de Rorschach. Et on va demander aux personnes de dire ce qu'elles
voit sur les planches, en gros. Et on va analyser toutes ces réponses-là. Et en général, les petits détails, c'est quelque chose qui est très, très... Il y a très, très peu de réponses qui contiennent des petits détails. En gros, les hypersensibles, ils cherchent la petite bête, quoi. C'est ça, tout à fait. Ça fait partie de ce trait de tempérament. Il y a une conscience beaucoup plus profonde par rapport aux subtilités de leur environnement. Donc ça ressort beaucoup dans le Rorschach. Est-ce que c'est possible de vivre avec des gens hypersensibles ? Est-ce que c'est pas énervant ? Je sais pas. T'as déjà eu envie de taper ça ? Moi, ça va. Hein, Parce que tu dirais que toi, par exemple, tu te définirais comme hypersensible ? Oui. Du coup, je dois poser cette question à ton compagnon ? Demande-lui. Mais c'est sûr que ça implique certaines particularités aussi dans la relation à l'autre. Forcément, il y a des choses quand même plus intenses. Des choses sur lesquelles la personne va quand même beaucoup plus focaliser, on va dire, et notamment il y a cette particularité-là à être plus sensible à la critique, au jugement des autres. Donc ça peut impliquer pas mal de problématiques dans certaines relations. Qu'est-ce que ça peut impliquer d'autre ? Oui, l'intensité aussi dans l'émotion, la profondeur aussi dans les sentiments qui sont ressentis, dans le lien à l'autre. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus intense. Et donc, si ça fonctionne mal avec l'autre, c'est sûr que ça peut être beaucoup plus douloureux pour les personnes hypersensibles, parce que c'est de manière générale une profondeur dans la présence à l'autre, donc la présence à son environnement et dont l'autre aussi, la personne, quoi. Donc il y a plein de problématiques dans les liens, dans les relations en fait, qui vont se poser. C'est ça, oui. Très souvent, les personnes ont beaucoup de mal, par exemple, je repense à des patients ou patientes, beaucoup de mal quand il s'agit de se séparer sur le plan amoureux, mais même sur le plan amical. Il y a une grande difficulté à lâcher prise et surtout dans le fait d'avoir peur de faire mal à l'autre. Il y a vraiment comme une confusion entre soi et l'autre dans le ressenti. Et donc, pour pas faire mal à l'autre, tellement l'empathie est grande chez les personnes hypersensibles, elles vont avoir beaucoup de mal à quitter l'autre, à prendre des distances avec l'autre, et alors que l'autre est peut-être toxique, malveillant. Par exemple. C'est un exemple. Ouais. Ok, alors... Je te rappelle, on est quand même dans le très sérieux collège de Patapsychologie. On n'est pas dans une émission de blagueurs ici. Et donc, on a quand même plutôt l'habitude de parler expérience exceptionnelle, état non ordinaire de conscience, tout ça. Tu nous parles d'hypersensibilité depuis tout à l'heure. C'est génial. Mais du coup, quel pont tu fais, toi, entre ces deux mondes, entre l'hypersensibilité et la recherche sur le paranormal, les expériences exceptionnelles, etc. C'est vrai qu'à la base, je ne fais pas du tout partie de votre groupe de recherche. La team. Et je ne fais pas partie de la team. Je suis l'une des seules qui fait ma thèse avec quelqu'un d'autre que Renaud Evrard. Comme quoi, on est très tolérants. Non, on a eu Étienne la dernière fois qui n'est pas non plus encadré partout. C'est ça. En fait, donc c'est dans le processus de ma recherche, surtout les premiers temps, j'ai remarqué que dans le champ des études sur les expériences exceptionnelles, donc votre champ à vous initialement, pas le mien, ne nous appartient pas quand même. Il y a des chercheurs qui parlaient justement d'une particularité chez certains patients, chez certaines patientes. Et ils appellent ça justement une sensibilité exacerbée ou carrément une hypersensibilité. Donc, par exemple, c'est Thomas Rabeyron qui avait introduit ce concept-là dans ce champ, donc en 2009, par exemple. Et il y a aussi un chercheur australien, Talbourne, qui a parlé d'une hyperesthésie. Donc, un des termes quand même assez proches de l'hypersensibilité, et il a parlé également d'un terme qui pour moi fait vraiment le pont entre l'hypersensibilité et le champ des expériences exceptionnelles, c'est la transliminalité.
Et donc la transliminalité, lui, il parle vraiment d'une hypersensibilité au niveau du matériel psychique qui circule déjà de soi à autrui et également du conscient à l'inconscient. C'est ça la transliminalité du coup ? C'est ça. T'as sorti un gros mot là. Ouais, j'ai sorti un grand mot, mais bon. Mais non. c'est le lien. Mais alors étymologiquement, bon, en gros, limen ça veut dire seuil. Oui. Et trans ça veut dire en fait la traversée. C'est ça. Donc, c'est ça, tout à fait. Il y a une plus grande. C'est ça. Il y a une plus grande porosité au niveau de ces membranes-là, en fait, entre soi, autrui, conscient, inconscient, et donc le matériel psychique circule davantage chez les personnes hypersensibles. Enfin, chez ces personnes-là dont parlent Talbourn et Rabeyron. Et donc, pour moi, en fait, c'est la même chose. On parle vraiment d'hypersensibilité selon le concept de Aron. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire le lien. Et puis, de toute façon, il y a une étude très récente qui est sortie en 2024 et qui précise de toute façon ce lien. Donc, c'est ma collègue anglaise Elisabeth Roxburgh qui est avec ses collaborateurs, qui a clairement fait le lien entre hypersensibilité, transliminalité et finesse des frontières mentales dans son étude pour parler de cette propension à témoigner d'expériences paranormales chez certains patients et patientes. Les deux champs se rejoignent parce que les gens hypersensibles peuvent avoir parfois des expériences exceptionnelles et les gens qui ont des expériences exceptionnelles, finalement, on cherche à comprendre leur profil et on va retrouver chez eux des traits d'hypersensibilité. C'est ça, tout à fait. Oui. Et donc, ils vont avoir des scores élevés aux échelles de transliminalité comme d'hypersensibilité. Et en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de juste se rejoindre ? Bon, bienvenue Steph. C'est ça, merci. Pour ton postdoc, on pourra... je n'étais pas au courant. C'est ça le gros truc que t'as devant la tronche là depuis tout à l'heure. Ça, c'était pas une glace. Dommage. Mais du coup, si on résume, en fait, on a des gens qui sont hypersensibles aux expériences exceptionnelles. Oui, c'est bien dit. Oui, j'aime bien. C'est un peu un raccourci, mais... C'est ça. Ok, ça te va. Tout à fait. Parfait. Oui, ça me va très bien. Si tu valides, tant mieux. Ça va. Les expériences exceptionnelles, on commence à le voir dans l'émission. En vrai, il y a un peu à boire et à manger dedans. Il y a tout. Ça peut aller de l'apparition du Yeti à l'expérience de mort imminente en passant par l'enlèvement par les extraterrestres. Est-ce que t'as l'impression que l'hypersensibilité se lie plus à certains types d'expériences qu'à d'autres en particulier, ou ça concerne un peu tout et en vrai... Ouais, après, bon, c'est sûr qu'il faudrait faire d'autres études exploratoires. Mais d'après ce que j'ai pu observer, que ce soit dans mon activité en libéral, directement avec les patients et patientes, mais aussi au travers des 9 cas cliniques que j'ai pour ma thèse, ce que je remarque, c'est que comme il y a d'un côté une plus grande porosité psychique vis-à-vis d'autrui, de la personne vis-à-vis d'autrui, du coup il y a une différenciation qui est un peu plus faible parfois chez certaines personnes entre les émotions d'autrui et ses propres émotions. Et donc là, ça peut amener, en tout cas ce que j'ai pu entendre comme témoignage, par exemple des formes de télépathie, un peu plus chez les personnes hypersensibles. Parce que du coup, si je résume transliminalité, hypersensibilité, en gros, plus on est hypersensible, plus on peut avoir une transliminalité élevée. Donc une porosité à ce niveau-là plus élevée. Et d'un autre côté, ça peut aussi impliquer une porosité, donc comme je disais, entre, une porosité de la membrane entre conscient et inconscient. Donc c'est un peu comme s'il y avait des éléments qui devraient rester au niveau inconscient, qui atteignent quand même le niveau conscient. Qui passe, qui remonte. Qui passe, voilà.
Et ça, par exemple, ça peut donner certaines nécrophanies. Donc ça... on aurait dû en parler aujourd'hui, voilà. mais il n'est pas là. Donc, ou de vécu subjectif. De contact avec les défunts. Et en gros, c'est cette idée qu'on va avoir des manifestations autour de la mort, où on a l'impression d'avoir des messages qui peuvent venir dans n'importe quelle forme sensorielle, ou des coïncidences, des signes. C'est ça, tout à fait. Et donc nécrophanie et zoonécrophanie également. Pareil sur les animaux, du coup. C'est ça. En plus, avec les relations avec les animaux peuvent être aussi très investies. C'est ça. J'ai aussi beaucoup de patients et patientes hypersensibles qui me parlent d'expériences de synchronicité, qui sont assez nombreuses. Alors, donc, synchronicité, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, alors c'est en gros une coïncidence entre deux événements aléatoires, mais qui vont amener un sens particulier à la personne. Tu auras un exemple qui te vient en tête de ce qu'on t'a raconté ? Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple ? Là, je t'avoue que ça me revient pas tout de suite. Attends, je réfléchis. Je n'avais pas prévu d'exemple. On te prend dépourvu. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Par exemple, dans des relations de couple, un peu... J'ai l'impression que tu essaies de la mettre sur une piste précise et qu'elle ne la prend pas. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oui, des personnes, par exemple, qui, je sais pas, dans un couple, ont l'impression de penser à la même chose au même moment, ou qui... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Je n'arrive pas à trouver d'exemple. Est-ce que vous pourrez m'en trouver un ? Moi, j'en ai, mais qui sont pas forcément connectés à l'hypersensibilité, mais c'est vrai que dans les couples, je me rappelle avoir accompagné une femme qui divorçait, et en fait, elle a eu une sorte de flash que son compagnon était à la banque et faisait des trucs qu'il n'avait pas à faire à la banque, comme changer le compte, le vider, des trucs comme ça. Des trucs bien sympas pendant un divorce. Elle avait aucun indice de ça, de cette information-là, mais par contre, ça s'est trouvé vrai, quoi. Et c'est vrai que c'était intéressant de la façon dont elle avait pu l'amener, comme ça, en glissant dans la thérapie, parce que tout ça était un peu chauffé, quoi. Enfin, on sentait que c'était un moment où elle était dans une vigilance particulière. Oui. Et c'est vrai que je cherche vraiment un exemple typique d'un événement en particulier qui va mettre en lien deux personnes de manière aléatoire, mais là je trouve pas d'exemple, je vous avoue, je suis désolée. On va arrêter là, puis on te réinvitera. Ah, ok. Dommage. Tu as perdu. Oui, parce que là j'avais en tête plutôt des expériences de précognition. Donc le fait de un petit peu lire dans le futur, faire de la... Ouais, prédire l'avenir un peu. Prédire l'avenir, savoir tout simplement. Ce qui va se passer, j'ai plus d'exemples comme ça où, par exemple, une de mes patientes m'avait rapporté qu'elle avait deviné que, par exemple, sa mère allait lui parler d'une expérience traumatique qu'elle a eue pendant l'enfance, au moment où justement elle avait prévu de lui en parler. Enfin, c'était peut-être 1 ou 2 heures avant qu'elle lui fasse cette révélation. Elle savait déjà que ça allait se passer à ce moment-là, précis. Donc voilà, c'est un exemple. Mais c'est vrai que la précognition, c'est un peu lire dans le futur, mais lire dans le futur de manière un peu nulle, courte, quoi. C'est pas dans 40 ans. Enfin, non, je me tourne vers toi, Renaud. Non, c'est ça, c'est toujours en lien avec la trajectoire de vie. C'est très rare que les précognitions soient à longue distance. C'est comme quelqu'un qui peut sauter très haut, mais à 2 mètres, quoi. C'est pas non plus fou. C'est un super pouvoir, mais bof. Ça dépend de la taille de départ, quoi. C'est vrai. Et oui, donc c'est souvent lié à cette particularité dans l'hypersensibilité, donc comme je disais, d'être très connecté à l'autre. Et finalement, de parfois avoir l'impression de deviner les pensées de l'autre, deviner ce que l'autre ressent, anticiper vraiment les choses pour l'autre. Donc tout ça, ça fait très... Il y a un empiètement, en fait. Le champ, l'espace qui couvre la personne peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on considère habituellement comme, mettons, les frontières, la finitude de chacun.
C'est ça, oui. Il y a comme parfois chez certaines personnes hypersensibles comme une confusion entre soi et l'autre et qui parfois peut être très envahissante. Et surtout si ça prend cette forme-là de un peu paranormal et que c'est quotidien. C'est pas flippant justement pour les personnes ce versant un peu paranormal de l'expérience? Genre au moment où ça vire un peu au paranormal et inexplicable, ça devient pas un peu flippant pour les patients? Si, justement, c'est ça qui est assez, comment je dirais, contradictoire chez les personnes hypersensibles, c'est que plus elles sont hypersensibles, plus elles ont une transliminalité qui est élevée, et donc elles sont plus amenées à faire des expériences paranormales, mais de l'autre côté, elles sont aussi plus sensibles sur le plan émotionnel, sur le plan du vécu, et donc ça peut encore plus amener d'anxiété, des chamboulés, etc. Oui, quoi. c'est ça. Oui. Donc oui, c'est un peu contradictoire parfois. Ouais. C'est là que le rôle de psychologue clinicienne rentre bien en scène, quoi. C'est ça. T'en as besoin à ce moment-là, clairement. C'est ça. Et je vois que du coup, c'est des patients et patientes qui ont d'autant plus besoin de trouver une oreille attentive et spécialiste sur le sujet du paranormal, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours, comme aussi quelque chose d'un peu plus moderne. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont très ouvertes à des pratiques spirituelles néo-chamaniques, par exemple, l'utilisation d'oracles, l'utilisation de pendules, tout ce qui est Wicca, les choses comme ça. C'est une forme de sorcellerie, mais moderne, qui s'inspire beaucoup de la spiritualité celte, par exemple. D'accord. Voilà. Du coup, la question, c'est Jeanne d'Arc était-elle hypersensible, c'est ça? Moi, je dirais oui. Complètement. Toujours. Pauvre dame. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça fait plusieurs épisodes où on parle de Jeanne d'Arc. C'est un peu c'est Patient Zéro. C'est notre patronne. C'est Patient Zéro. C'est d'être que tout est parti. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a souvent un cliché sur les femmes qui seraient plus sensibles émotionnellement, etc. Et finalement, en fait, il n'y a pas de différence au niveau du genre. Les proportions sont les mêmes. Il y a autant d'hommes que de femmes hypersensibles. D'accord, ok. Voilà, ça, faut le savoir. Ok, mais alors, est-ce que tu as peut-être pas du tout de réponse à ce que je veux dire, mais c'est pas grave, au pire. Tu as une idée de pourquoi est-ce que plutôt des femmes que des hommes, en tout cas dans l'imaginaire collectif? Pourquoi il y a ce décalage alors que pas du tout? Parce que ça correspond tout à fait au stéréotype de genre. En fait, on va forcément, dans les stéréotypes de genre, on va associer le côté émotif, le côté elle pleure tout le temps, etc., plutôt aux femmes. Mais par contre, les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer. Bonhomme. Voilà. Faut quand même être... pour être viril, il faut pas pleurer, il faut pas être dans le care, dans le soin de l'autre. Enfin, ça correspond pas au stéréotype masculin, en fait, d'être hypersensible. Donc c'est encore plus dur pour les hommes hypersensibles. Est-ce que c'est pas encore plus dur à gérer parce que tu peux moins le montrer, donc moins le travailler, donc... Ouais, c'est un peu un cercle vicieux. Je pense qu'il y aurait vraiment une étude très précise à faire là-dessus, sur l'impact des stéréotypes de genre sur les personnes hypersensibles, et en particulier les hommes. Et je pense que chez les hommes hypersensibles, il y a peut-être plus de risques d'alexithymie. Donc c'est vraiment le fait de bloquer complètement ses émotions, en quelque sorte. C'est une pathologie qui implique un blocage total au niveau émotionnel. Et à mon avis, il y aurait un lien à faire entre les deux. On t'a déjà trouvé 2 sujets de postdoc depuis le début de l'émission. Quand même, c'est un bon rythme. Peut-être un jour, tout sera financé pour ça. Non, les gens financiers font des podcasts. Voilà. Ils ont le temps. Tu parlais justement pour les patients de trouver des gens spécialisés et que c'était pas forcément évident. Je vais retourner le truc. Est-ce que c'est pas galère pour toi de trouver des patients et hypersensibles et dans les expériences exceptionnelles? Parce que expériences exceptionnelles, nous on le sait, c'est quand même déjà un peu de niche. Hypersensible, bon, tu nous as parlé d'entre 25 et 35%, ce qui t'enlève quand même 2/3 de la population. Est-ce que cumuler les deux, ça devient pas un peu chiant de trouver des gens?
Justement, non, c'est ce que j'ai découvert au travers de ma thèse, puisque je leur ai fait passer autant le questionnaire d'hypersensibilité de Aron que le questionnaire de transliminalité, donc pour déterminer le niveau de transliminalité des personnes. Et finalement, je vois bien qu'il y a une corrélation entre le niveau d'hypersensibilité et le niveau de transliminalité. Donc finalement, on a plus de chances de tomber sur quelqu'un qui a fait des expériences paranormales si elle est hypersensible. Mais Donc, ce qui se passe aussi, c'est que tu as recruté des gens qui en fait venaient à ton cabinet, qui ont accepté de faire un peu plus de la recherche appliquée. Oui, alors j'ai que pas t'as précisé ça. t'as Oui. pas regardé toute la C'est vrai. population générale, et ça veut dire que tes conclusions, elles sont très approfondies sur quelques cas, mais difficilement généralisables aussi. Tout à fait. Hein. Moi, je suis pas dans une approche quantitative, mais dans une approche qualitative, c'est-à-dire que j'ai 9 cas cliniques, donc 9 patients et patientes qui sont issus de ma pratique en libéral et qui ont accepté en effet de collaborer avec moi sur cette recherche. Et il et elle étaient très très intéressés et vraiment j'ai eu plus de monde que ce que je pensais. Donc super. Et donc en fait à chaque fois je vais analyser en profondeur chaque situation des patients et des patientes avec des questionnaires individualisés, les entretiens aussi, parce que c'est des personnes que je suis en psychothérapie depuis longtemps, donc je les connais bien. Donc voilà, ça va être vraiment une étude clinique qualitative et pas... je vais pas utiliser de statistiques, je vais pas utiliser une grosse cohorte de personnes pour faire cette étude-là. Donc ça, pareil, ce sera à faire dans un autre cadre de recherche. Mais voilà, là, c'est le côté... c'est la psychothérapeute qui parle. Voilà, c'est vraiment une étude qualitative, clinique, sur, t'as dit 9 patients. Oui. Et tu t'arrêtes à 9, t'en cherches pas des nouveaux Non, parce que là, j'ai déjà énormément de données cliniques. Et il faut savoir que les personnes hypersensibles parlent beaucoup. C'est-à-dire que le test de Rorschach, donc il y a 10 planches et j'ai des pages et des pages et des pages de réponses. Habituellement, donc, pour la moyenne ça, est à 25 réponses pour la population ordinaire. Tu es à peu près à combien ? Alors, pour tous et toutes, j'ai minimum 60 réponses. Oui, d'accord, ok. C'est énorme. Ouais. Donc voilà, c'est bien que je sois arrêtée à 9 parce que... Ouais, bah ouais. Mais comment est-ce que tu vas... On a l'habitude dans la recherche de faire privilégier les statistiques, ce qu'on appelle les sciences dures, je ne supporte pas ça, mais voilà. Comment est-ce que toi, tu peux faire valoir une recherche plus qualitative, plus clinique ? De base, je suis plutôt molle. Donc, okay. En fait, tout simplement, dans le domaine duquel je parle, on va dire, en tant que chercheuse, c'est vraiment la psychologie clinique, la psychosomatique, donc les liens, en gros, corps-esprit, très résumé, l'implication du psychisme là-dedans, et aussi oui, l'approche psychanalytique. De base, en fait, c'est la technique scientifique qui est utilisée dans ces domaines spécifiques de la psychologie. Donc finalement, je fais pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, oui, c'est juste que... Tu n'inventes pas la roue. Après, il n'y a pas vraiment eu de travaux de psychanalyse sur l'hypersensibilité, ça doit quand même un petit peu... Oui, c'est ça qui est nouveau. Par contre, en effet, dans mon champ de discipline, donc de la psychologie clinique, c'est une approche classique, mais par contre, ça n'a jamais été fait dans le domaine de l'hypersensibilité. Ça n'a jamais été appliqué au domaine de l'hypersensibilité. On l'a jamais approché comme ça. Lacan n'ont jamais parlé d'hypersensibilité. Non, mais par contre, le premier qui en a parlé, c'est Jung, en 1913. Et oui, et lui, il parlait de sensibilité innée, qui, pour lui, c'était plutôt un caractère enrichissant. C'est ce que tu disais, ça revient au trait de caractère, qui peut quand même avoir du bon, c'est pas que un problème. Ça, tout à fait. Mais par contre, il observait déjà
que il y avait aussi ce versant, donc il y a ce versant positif, enrichissant, mais aussi le versant un peu des personnes qui étaient un peu plus... lui, il disait un peu plus immature, un peu plus dans des comportements infantiles, donc quelque chose de plutôt régressif. Voilà, c'est ce qu'il observait en tout cas à l'époque. En 1913, c'est sûr que... Ça a créé Carl Gustave. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Est-ce que, j'ai une petite question quand même, est-ce que toi, plus jeune, tu te serais imaginé faire ça, faire de la recherche, et encore plus particulièrement sur l'hypersensibilité? Plus jeune, c'est-à-dire quand? Plus jeune quand ça t'arrange, c'est comme tout à l'heure. Le mois dernier. C'est dur à dire. Une fois que j'étais déjà étudiante en psychologie ou vraiment enfant? Ou enfant même. Est-ce que tu as toujours eu cette curiosité-là pour aller chercher des trucs que les autres n'étaient pas encore allés chercher? Oui, quand même. Après, avant, quand j'étais enfant, on va dire qu'il y a eu un moment où j'ai hésité entre la peinture et la psychologie, et aussi vétérinaire. Fais un mix des trois. Je trouve une solution pour faire un mix des trois, je t'en supplie. Ça va être incroyable. Mais oui, j'avais cette curiosité-là. Je pense que l'hypersensibilité y est pour beaucoup. Après, je pense pas que j'imaginais ça à ce point-là. Après, oui, j'ai quand même compris que je pouvais associer la psychologie à une pratique artistique, puisque c'est aussi, j'en ai fait une spécialisation, on va dire, dans mon cursus, puisque j'utilise ce qu'on appelle les médiations thérapeutiques. Donc, c'est le fait d'intégrer à la thérapie des outils artistiques, comme par exemple le dessin, l'écriture, le collage, toutes ces choses-là. Et puis après, je me dis, c'est quand même... Ça reste cohérent avec le sujet de l'hypersensibilité. Voilà, parce qu'il y a très souvent les personnes qui ont une pratique artistique, pas toujours, mais ont une hypersensibilité. Donc, c'est peut-être ce lien-là que je fais, mais non, je m'imaginais pas aller vers ça. Je pense qu'initialement, quand j'étais en tout cas encore en études de psychologie et que je me disais je voudrais faire une thèse un jour, je pensais plutôt faire une thèse soit sur la zoothérapie, donc le fait d'utiliser des animaux dans la thérapie. Ok, donc là on recolle le côté vétérinaire, c'est ça, rajoute la peinture, on est bon. Quand même, hein. Et soit justement sur les médiations thérapeutiques. Donc peindre des animaux en psychothérapie, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'essaye ce soir avec les chats, je vous raconte la prochaine fois. Après, en général, j'observe chez les personnes hypersensibles un lien très fort aux animaux de compagnie et aux animaux, en général, la nature. Forcément, s'il y a une plus grande conscience, une conscience plus profonde à son environnement, il y a aussi une prise en compte des habitants de cet environnement, et dont les animaux. Ouais, on parlait de liens plus forts avec les êtres humains, mais en fait pas que les êtres humains. C'est ça, tout à fait. Les êtres vivants et la nature de manière générale. Oui, tout à fait. Okay. Estelle, est-ce que tu aurais un dernier petit mot avant de clôturer cet épisode? Oui, tout à fait. Alors j'aimerais vous lire une citation d'un poète contemporain belge qui s'appelle John Jousse, qui dit: être sensible, c'est probablement s'exposer à une souffrance insensée, mais c'est aussi percevoir le miracle, cette magie fabuleuse de l'existence. Poésie sans laquelle vivre n'aurait aucun sens. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous. Merci Renaud. Merci Nathan, merci Estelle. Et puis merci à Radio Fadjet qui nous prête ses locaux pour l'enregistrement de cette émission. Et l'association Anomalie, dont je suis président, dont on a fondé récemment et qui fait de la médiation scientifique et culturelle sur ces sujets. Effectivement, merci à vous deux, à la prochaine. Merci.